Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour le premier épisode d'une série de vidéos sur la prise de poids. La prise de poids et puis tous les problèmes corrélés. On va faire ça de manière vraiment exhaustive en démarrant par la base, étape par étape, de manière à construire vraiment du savoir et non pas rentrer dans le dogme. Parce que des idées préconçues sur la prise de poids, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, il faut faire comme ci ou comme ça pour perdre du poids, vous n'avez certainement entendu. Donc là, le but ne va pas être de vous faire adhérer à une religion quelconque, mais plutôt de donner les éléments pour comprendre pourquoi est-ce qu'on prend du poids. Est-ce qu'il y a quelque chose de complètement aléatoire là-dedans, ou est-ce que c'est quelque chose qui est biologiquement compréhensible, et si on peut le comprendre, eh bien, comment le juguler? Comment perdre du poids, comment faire pour ne pas en prendre et ne pas être face à une sorte d'aléatoire. Parce qu'il y a des gens qui me disent comme ça, moi j'ai toujours été en surpoids et quoi que je fasse, je ne perds pas de poids. Il y a ceux aussi qui prennent du poids avec l'âge et puis c'est inexorable, ils se rendent bien compte qu'ils ont beau essayer de faire, ça ne marche pas. Alors la prise de poids, et puis on va parler aussi du diabète. En 6, 7, 8 épisodes, je ne sais pas encore, on va essayer de faire succinct à chaque fois. Alors bon, succinct, vous savez, pour moi, c'est 20-25 minutes minimum, mais on va essayer vraiment de construire du savoir. Et vous allez voir que dans ce domaine, la quantité de dogmes et de phrases préconçues qu'on peut répéter est assez impressionnant. Au passage, je pense que je ne vais pas me faire que des amis, mais bon, tout ce que je vais vous dire là, je vais le prouver pour une fois, plutôt que de dénoncer des grandes vérités, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, là on va le prouver. Alors, pourquoi grossit-on? Oh, beau vol d'oiseau. Pourquoi grossit-on? Quand on y pense comme ça, généralement, globalement, le truc qui vient premier à l'esprit, c'est pourquoi est-ce qu'on grossit? Tu manges trop et tu bouges pas assez. Donc on va l'écrire là. Tu manges trop. Première assertion. Tu bouges pas assez, on va le voir ensuite. Tu bouges trop. Tu manges trop. Tu manges trop et donc ça sous-tend beaucoup de choses. Ça sous-tend qu'on a un contrôle de la quantité que l'on mange. On présuppose qu'on a un contrôle total de la quantité que l'on mange. Donc c'est une question de volonté de la personne. Ça sous-entend aussi bien que calories entrantes et calories sortantes sont complètement indépendantes. C'est-à-dire que quelque part, le poids que tu vas emmagasiner, c'est l'espèce d'excédent calorique que tu vas prendre. Et cet excédent calorique, finalement, c'est les calories, on écrit kilocalories entrantes, moins calories sortantes. Donc, si cette soustraction est positive, c'est-à-dire que tu as plus de calories entrantes que de calories sortantes, tu vas prendre du poids. Si tu en as moins, tu vas perdre du poids. Tu as un contrôle total des calories entrantes et si tu prends du poids, c'est que tu n'as pas de volonté. Globalement, c'est que tu n'as pas de volonté, que tu veux t'empiffrer. C'est à peu près ça, c'est la théorie. La théorie commune. Alors, on va essayer d'analyser ça. Premièrement, tu as un contrôle conscient des calories entrantes. Alors, quand on sait que l'appétit d'une personne est contrôlé par des hormones comme la leptine, la gréline, la cholécystokinine par exemple, ou un autre produit qu'on appelle le peptide YY, on se rend compte que tous ces neurotransmetteurs, ces peptides, ces hormones, ont entre eux des équilibres extrêmement ténus. On peut rapidement mettre en doute la capacité d'une personne à avoir un contrôle conscient de son appétit. On se rend compte que tout ça, c'est régulé de façon hormonale, à la fois par le système hormonal et à la fois par le système nerveux. Ça peut déjà mettre un petit coin dans la théorie de « tu contrôles complètement tes calories entrantes ». Et surtout, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on présuppose que calories entrantes et calories sortantes sont complètement indépendantes. C'est-à-dire que si tu augmentes tes calories entrantes, tu vas prendre du poids, parce que de toute façon tes calories sortantes resteront toujours les mêmes, et si tu diminues tes calories entrantes, tu vas perdre du poids, parce que tes calories sortantes resteront toujours les mêmes. Manque de bol, toutes les expériences qui ont été faites, que ça soit en augmentation des calories entrantes ou en diminution des calories entrantes, nous prouvent totalement le contraire. Nous prouvent qu'il y a une relation d'interdépendance entre les deux qui est totale. Et c'est quoi? Alors par exemple, il y a un travail qui a été remarquable dans les années 40, qui a été fait par un scientifique qui s'appelle Ansel Keys,
K-E-Y-S, il s'appelle The Biology of Human Starvation, donc la biologie de l'affamement humain, dans lequel il a pris un groupe de volontaires assez important, je ne me souviens plus, c'était 50, 60 volontaires, il faudrait regarder l'étude, et il a divisé leur ration calorique par deux, c'est-à-dire c'était des hommes un peu actifs qui faisaient à peu près 3000 calories par jour, et il est passé à 1500. Et qu'est-ce qu'il a vu? Ben, il a vu qu'en passant à 1500 calories, ces hommes commençaient d'abord à perdre du poids. On diminue leurs calories en fonction du temps. Eh bien, ils commencent à perdre du poids. Et puis, de seul coup, ça fait un plateau. Ils ne perdent plus de poids, voire même, ils commencent doucement à en reprendre. Que se passe-t-il? Et ça, tout le monde a pu le vivre avec les régimes restrictifs. Mais que se passe-t-il? Il s'est rendu compte d'une chose en seul case. Il s'est rendu compte que quand le poids corporel diminue d'environ 10%, quand le poids corporel diminue environ de 10%, eh bien, le métabolisme chute lui aussi de 10% ou 15% même, et il y a une augmentation des signaux de faim. Les cobayes, dans Selkey, dans son expérience, qu'est-ce qu'ils traduisent? Ils disent, on a divisé notre quantité de nourriture par 2 environ, et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un ralentissement du rythme cardiaque, donc diminution de ce qu'on appelle le métabolisme étant globalement les kilocalories sortantes, on va y revenir en détail. On a vu apparaître de la frilosité, on a vu apparaître de l'épuisement, perte de cheveux et des ongles, métabolisme. Alors dans l'expérience d'Ansel Case, ils sont même tombés jusqu'à 40% de baisse de métabolisme, dépression, pensée obsessionnelle par rapport à la nourriture et détresse émotionnelle. Quand on prend cette théorie, finalement, la prise de poids, c'est calories sortantes moins les calories entrantes moins les calories sortantes. Ces calories sortantes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'un côté ce qu'on appelle le métabolisme de base. Le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité d'énergie qu'un corps va devoir dépenser pour se maintenir lui-même, en étant complètement au repos. C'est-à-dire tu es allongé dans ton lit toute la journée, le simple fait d'avoir ton système nerveux autonome qui fonctionne, ton cœur qui bat, tes fluides qui fonctionnent dans ton corps, qui circulent dans ton corps, tu vas dépenser une certaine quantité de calories, 1200, 1300, 1400 calories. Ça, c'est le métabolisme de base. Et puis ensuite, tu as l'activité physique. Activité physique. Et donc, la théorie là-dedans, excusez-moi, il y a un truc qui se balade là. Hop là, petit papier avec mes études. La théorie de base, c'est que les calories entrantes moins les calories sortantes sont complètement indépendantes. Qu'a montré Ansel Keys? Il a montré que si tu diminues de 50% les calories entrantes, tu vas voir diminuer de 40% le métabolisme de base, la dépense énergétique. De la même manière, toutes les expériences de surnourriture dans lesquelles on augmente la quantité de nourriture montrent quoi? Quand tu augmentes les calories entrantes, au départ, tu vas prendre du poids et très rapidement, que fait le corps? Eh bien, il augmente son métabolisme de base, tu commences à brûler plus, tu produis plus d'énergie, donc tu vas avoir aussi de l'énergie pour faire du sport, enfin tu vas avoir de l'énergie extrêmement disponible, et pour augmenter finalement les kilocalories sortantes. Ce que montrent toutes les expériences qui ont été faites en sous-nourrissement ou en surnourrissement, c'est que après un bref temps d'adaptation, donc quelques jours, quelques semaines finalement, pendant lequel, ben oui, on augmente les calories, le corps va prendre un petit peu de poids. On diminue les calories, le corps va commencer à baisser, à perdre du poids. Et bien très rapidement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une adaptation métabolique qui se fait dans le corps. Si on sous-mange, le métabolisme chute, la personne est fatiguée, déprimée, frileuse, elle commence à avoir des pensées obsessionnelles de nourriture parce que nombre d'hormones liées à l'appétit vont voir leur quantité augmenter de façon drastique. Si on augmente les calories entrantes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rapidement, le métabolisme de base augmente, c'est-à-dire que le corps brûle beaucoup plus, la personne a chaud, elle va avoir envie de faire du sport parce qu'elle va avoir de l'énergie disponible. Donc, calories entrantes et calories sortantes ne sont pas du tout dépendantes. Et mieux que ça, ce dont on se rend compte, c'est que quelque part, c'est un petit peu comme si dans le corps ça fonctionnait comme un thermostat et que finalement, eh bien, quand tu augmentes, quelque part, il y a un phénomène d'équilibrage avec l'augmentation du métabolisme de manière à rapidement ramener le corps à un poids fixé. Et si tu diminues, eh bien, il va y avoir un phénomène adaptatif avec une baisse du métabolisme et donc une baisse de l'activité physique automatiquement qui va faire que, eh bien, là aussi, ton poids va revenir rapidement à un poids fixé.
Ça c'est embêtant, parce que je ne sais pas vous, mais qui n'a pas essayé une fois dans sa vie de perdre du poids en diminuant son apport alimentaire? Moi quand j'étais jeune, j'étais en surpoids. À 18 ans, je faisais pratiquement 88 kg pour 1m75. Là, j'en fais 62 kg. Donc, vous voyez, 88 kg, 28 kg de plus. J'étais en surpoids. J'étais pas obèse, j'étais en surpoids. J'étais un gros bébé, comme on disait. Et combien de fois j'ai essayé de diminuer mes quantités caloriques? Et ça ne marchait pas. Et tout le monde sait très bien que ça ne marche pas, que ça ne marche absolument pas. Parce que si tu diminues tes quantités caloriques, je me répète, si tu diminues tes quantités caloriques, très rapidement ton métabolisme va chuter, tu vas devenir frileux, déprimé, tu ne vas plus perdre de poids, tu ne vas plus avoir d'énergie. Et dès que le contrôle, et tes hormones qui sont responsables de ton appétit vont augmenter en flèche, et dès que tu vas lâcher un peu la pression et le contrôle, ben ces hormones d'appétit vont faire que tu vas manger, mais comme en plus ton métabolisme de base a chuté, eh bien tu vas reprendre d'autant plus, et tu vas reprendre même plus. Et on tombe dans une espèce de cercle vicieux, le cercle vicieux de tous les régimes. Excusez-moi, ça bouge un petit peu. Le cercle vicieux de tous les régimes, qui est assez extraordinaire, qu'est-ce qui se passe? Tu manges moins. Parce qu'on t'a dit qu'il fallait manger moins. Tu commences à perdre du poids, perte de poids. Au départ, automatiquement, tu manges moins, tu perds du poids. C'est automatique. Qu'est-ce qui se passe? Comme tu perds du poids, mécanisme adaptatif du corps, ton métabolisme il s'écroule. Ton métabolisme qui s'écroule, et d'ailleurs on fera toute une vidéo, comment retrouver un métabolisme normal quand notre métabolisme s'est écroulé. Vous verrez que les réponses elles sont assez paradoxales. Ton métabolisme s'écroule. Frilosité, dépression, diminution de la libido, diminution de l'énergie pour faire du sport, t'es juste par terre. Ton métabolisme s'écroule, et ton métabolisme s'écroule, ça va amener à quoi? Mais ça va amener à ce que tu reprennes du poids. Le poids va augmenter. Puisque les dépenses diminuent, ton poids va recommencer à augmenter. Comme ton poids commence à réaugmenter, à ce niveau-là, tu te remets à manger moins naturellement, puisqu'on t'a dit que c'était une question de quantité, parce que tu mangeais trop. Tu te mets à manger moins. Et tu tombes dans un cercle vicieux dans lequel, qu'est-ce qui se passe? Tu manges de moins en moins, tu perds finalement peu de poids parce qu'il y a une adaptation dans le corps, et par contre ton métabolisme chute de plus en plus. Tu es de plus en plus déprimé, tu es de plus en plus fatigué, ça ne tient pas. Et puis au bout d'un moment, de toute façon, les hormones de l'appétit sont tellement élevées, à part dans le cas de l'anorexie, qui est un cas particulier qu'on traitera peut-être à l'extérieur de cette série de vidéos, mais qu'on traitera quand même, eh bien, automatiquement, les hormones de l'appétit seront tellement élevées que de toute façon, tu vas craquer. Je me souviens, j'avais une amie comme ça, quand j'étais à la fac, en début d'été. Elle faisait partie des sauveteurs en mer, la SNSM. Et en début d'été, il s'agissait de se présenter bien en maillot, c'était l'esprit un petit peu alerte à Malibu. Et donc, elle perdait énormément de poids avec des régimes extrêmement restrictifs. Elle était d'une humeur totalement insupportable pendant tout l'été. Et à la fin de l'été, qu'est-ce qui se passait? Elle reprenait son poids, elle en reprenait même chaque année, un peu plus. À l'époque, je ne connaissais pas tous ces phénomènes, mais automatiquement, ce qui se passait, c'était ça. Donc, quand on te dit tu manges trop, ça présuppose que tu as un contrôle conscient des quantités de nourriture que tu manges. Or, on sait très bien que la quantité de nourriture que l'on mange est régulée par des hormones et des neurotransmetteurs, au moins 4, si ce n'est beaucoup plus. Et donc, ça laisse supposer qu'il y a un contrôle autonome, de par le corps, de la quantité que tu manges. C'est-à-dire que ce n'est pas ton conscient qui dit de ça, c'est pas ton conscient. Deuxième chose, tu manges trop, on se rend compte qu'il y a une adaptation métabolique, là aussi autonome, qui ne dépend pas, absolument pas de nous, qui fait que si tu manges plus, ton métabolisme s'élève, de manière à consommer, à brûler d'une certaine manière l'excès de nourriture, et si tu manges moins, mais ton métabolisme se rabaisse, de manière à compenser la raréfaction de la nourriture. Et qu'on peut tomber très rapidement dans un cercle vicieux dans lequel on mange de moins en moins, on est de plus en plus fatigué et de plus en plus déprimé, jusqu'à ce que les hormones de l'appétit finalement aient le dessus sur notre contrôle conscient, et nous fassent remanger au-delà de ce qu'on veut, et finalement on reprend du poids et on en reprend encore plus, parce que comme notre métabolisme a chuté, finalement on en dépense moins au quotidien.
est-ce que tu te rends compte que finalement quand tu étais jeune aussi, tu pouvais manger à peu près n'importe quoi, je sais pas vous, et tu ne prenais pas de poids. Problème là aussi. Problème, parce que si c'était juste une question de calories entrantes moins calories sortantes, quand tu étais jeune et que tu mangeais des chips, que tu faisais des sorties, que tu mangeais des cacahuètes à tout va, des trucs extrêmement gras et sucrés, et que tu ne prenais pas de poids, qu'est-ce qui fait que 20 ans, 30 ans après, le simple fait de regarder un paquet de chips, ou même de regarder un avocat, ou même de regarder quoi que ce soit, va te faire prendre du poids? C'est donc bien que ce n'est pas simplement une question de calories entrantes et calories sortantes. Alors, première approche, tu manges trop. Deuxième approche, et on a vu que ça, c'est pas tenable. C'est pas tenable parce qu'il y a des mécanismes de régulation qui sont complètement autonomes, qui ne dépendent absolument pas de notre volonté. C'est-à-dire que tu aurais beau manger trop, ton métabolisme, normalement, doit s'élever et doit compenser le poids de ton corps. Ensuite, tu ne bouges pas assez. Tu parles, quitte à être dans la culpabilisante, on est une société extrêmement volontariste, tu ne bouges pas assez. Tu ne bouges pas assez. Alors, tu ne bouges pas assez. Attendez, là, il y a des petites... Je vais mettre un peu le white dans les notes. J'avais pris des notes et j'ai bossé pour vous, hein, sérieusement. Tu ne bouges pas assez. Là aussi, vous allez avoir quelques surprises. Alors, tu ne bouges pas assez. Hein. La dépense d'énergie, hein, les calories sortantes, qu'est-ce que c'est? Ben, finalement, c'est le métabolisme. Plus l'exercice. Ce que j'appelle exercice, c'est la dépense d'énergie liée à notre activité motrice dans la journée. Alors, il y a énormément d'études qui ont été faites là-dessus, parce que moi, je suis le premier à dire, société occidentale sédentaire, dans laquelle on ne dépense plus du tout d'énergie, société traditionnelle dans laquelle les gens ils sont toujours en activité, ils dépensent énormément d'énergie par l'activité physique. Alors, par exemple, il y a un papier très intéressant qui a été écrite par quelqu'un qui s'appelle Hermann Pontzer, P-O-N-T-Z-R, qui s'appelle Debunking the Hunter-Gatherer Workout. Donc c'est mettre à mal la théorie de la suractivité physique des chasseurs-cueilleurs. Et qu'est-ce qu'il montre dans ce papier? Très intéressant, c'est un sociologue spécialiste de ce type d'études. Qu'est-ce qu'il montre dans ce type d'études? Qu'il a étudié la quantité d'énergie qui était dépensée au quotidien par des tribus de chasseurs-cueilleurs, c'est les Hadza, donc c'est une tribu encore relativement non transformée, on va dire, de Tanzanie. Et de quoi s'est-il rendu compte, cet homme-là? Il s'est rendu compte que ces personnes-là ne dépensaient pas plus en termes d'activité physique qu'un Américain moyen. Attends, les mecs, ils sont dehors en permanence dans la nature et ils dépensent pas plus qu'un Américain moyen. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que ces gens-là, ils sont en activité permanente, mais ils sont en activité relativement modérée. C'est-à-dire qu'ils marchent, hein, ils vont pas soulever du poids, ils vont pas soulever de la fonte pour le plaisir. À l'inverse, l'Américain moyen, lui, va être sédentaire toute la journée et quand il sort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une activité extrêmement vigoureuse et au final, l'un a une activité modérée sur une longue période, l'autre a une activité intense sur une courte période, mais les quantités d'énergie dépensées ne sont pas supérieures. C'est pas l'exercice qui est en cause. Qui plus est, on a montré que parmi tous les pays développés, le pays dans lequel il y a le maximum d'énergie physique dépensée sous forme de fitness, c'est les États-Unis. Et quel est le pays où il y a le plus d'obèses? C'est les États-Unis. Alors, il y a eu la même étude qui a été faite, par exemple, ça vient de Pediatric International Journal of Obesity, donc le journal international de l'obésité. C'est une étude qui a été faite par William B-Y-U-N, vous pouvez le retrouver. Et donc, il étudie l'association entre le comportement sédentaire des enfants et leur obésité. Et de quoi s'est-il rendu compte? Il s'est rendu compte que les enfants obèses n'avaient pas une activité physique inférieure aux enfants qui n'étaient pas obèses. Et ça se comprend relativement aisément. Pourquoi? Parce que quand on fait de l'activité physique, il y a deux phénomènes qui apparaissent. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de compensation. Alors, phénomène de compensation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que plus tu fais une activité physique volontaire, eh bien, moins tu vas avoir d'activité physique non volontaire à côté. Exemple. Tu es resté toute la journée à ton boulot.
tu sors de ton boulot, tu es resté assis toute la journée, qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie d'aller courir, d'aller pousser de la fonte, d'aller faire du sport extrêmement vigoureux. À l'inverse, tu as passé ta journée dehors à faire ton jardin, une activité modérée, mais pas particulièrement intense. Ben, à la fin de la journée, tu n'as pas envie d'aller courir, d'aller faire du vélo ou d'aller pousser de la fonte. Tu as envie de te poser tranquillement. Activité compensatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Mécanisme compensatoire, ça veut dire que plus tu fais une activité physique intense, plus à côté de ça, tu auras tendance à t'économiser. Et inversement. Et par exemple, une parfaite illustration, c'est cette image que j'ai trouvée extraordinaire, dans laquelle on voit des escalators devant un club de fitness. Les mecs prennent l'escalator pour aller au club de fitness. S'ils ne vont pas au club de fitness, ils auront certainement envie de dépenser de l'énergie en montant les escaliers ou en allant faire le tour du lotissement, en courant ou avec du vélo. En faisant du vélo. Moi, je le vois très très souvent quand je travaille les matinées où je travaille régulièrement, toutes les 1 quart d'heure, 20 minutes, j'ai un trampoline, j'ai des petits poids, j'ai une barre de traction autour de moi et je prends 5 minutes parce que j'ai de l'énergie à dépenser. Si par contre je me fais un gros entraînement au matin, le reste de la journée, je vais être tranquille. Premier phénomène de compensation. Deuxième phénomène de compensation, plus tu fais du sport et plus tu manges. Automatiquement, tu as un appétit qui est augmenté quand tu pratiques le sport. Alors on me dit, oui, mais alors c'est la composition corporelle qui est modifiée. Une étude, je vous mettrai le lien en fin d'article, a été faite sur des marathoniennes en Suède, enfin sur des femmes qui étaient en léger surpoids, même en surpoids, je crois, et qu'on a entraînées jusqu'à courir le marathon. De quoi s'est-on rendu compte? Que bien qu'elles parviennent à courir le marathon, il n'y a pas eu de modification de leur poids. Alors automatiquement, tu vas me dire, oui, non, mais tout va bien, mais il y a eu une modification de leur composition corporelle. Elles ont pris du muscle et elles ont perdu de la graisse. Rien du tout. Aucune différence mesurable, objectivable. Alors là, on n'est pas un peu dans la mouise. Tu me dis que c'est pas en mangeant moins qu'on perd du poids, tu me dis que c'est pas en faisant plus d'exercice qu'on perd du poids. Et attendez, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Faire de l'exercice physique, ça a énormément de vertus. C'est même absolument nécessaire. Et la sédentarité est catastrophique. Mais pas en termes de prise de poids. Toutes les études qui ont été faites montrent que ce n'est absolument pas la cause de la prise du poids. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on grossit? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont chroniquement gros? Si c'est pas parce qu'ils mangent trop, si c'est pas parce qu'ils ne bougent pas assez, pourquoi est-ce qu'avec l'âge, on grossit? Ça, c'est la réponse que l'on va donner dans la deuxième partie de notre petite aventure au sein du poids. Mais avant ça, une dernière petite remarque avant de vous quitter. Dernière petite remarque qui vaut le coup. Imagine une personne qui prendrait 1 kilo par an. À peu près. 1 kilo de graisse par an. C'est quelqu'un qui, doucement, avec l'âge, c'est quelque chose d'assez fréquent. Les gens qui, à partir de 30, 35, 37 ans, 40 ans, commencent à prendre un petit kilo, puis doucement, les poignées d'amour. D'abord, ça s'appelle les poignées d'amour. Puis rapidement, les poignées d'amour, ça devient des bastingages, tu vois, je veux dire. Et puis, il y a la bouée qui va avec. Et ils prennent 1 kilo. 1 kilo de graisse, ça représente à peu près un excès de 7000 calories. Ok? Imaginons un individu qui mange à peu près l'équivalent de 2000 calories par jour. Sur l'année, 2000 fois 360 et quelques, ça va nous faire, allez, 720 000 calories à quelque chose près. Prendre 1 kilo, ça équivaut à une différence de 1%. C'est-à-dire que la capacité consciente d'équilibrage de notre ration alimentaire serait à 0,01 près, pour arriver à ne pas prendre plus d'1 kilo par an. Vous croyez que consciemment on est capable d'analyser la quantité calorique de tous nos repas? Vous pensez que consciemment on est capable d'équilibrer tout ça à la perfection de manière à ne pas dépasser une erreur de 1% par rapport à ce qui se passe dans une assiette sur toute une longueur d'année? Non. Non. On doit se rendre compte de manière manifeste que tout ceci dépasse notre contrôle volontaire. On a vu que si on augmente les calories,
le corps s'adapte. Si on diminue les calories, le corps s'adapte en faisant varier le métabolisme. On a vu de la même manière que si on commence à avoir une suractivité physique d'un côté, eh bien, il va y avoir de la sous-activité physique de l'autre, que l'appétit va augmenter. On a vu que si on se passe de nourriture, le métabolisme diminue et les hormones de l'appétit augmentent, nous poussant à plus manger. On se rend compte que la régulation du poids corporel demande à avoir une erreur inférieure à moins de 1% pour ne pas prendre plus d'1 kilo par an, pour ne pas enfler de manière démesurée. On ne peut qu'arriver à une seule évidence, tout ceci échappe à notre contrôle. Alors, on vous a toujours dit que la prise de poids, ou la perte surtout de poids, était une question de volonté et de quantité. Avec ce premier épisode, on a vu que c'était absolument pas une question de quantité et encore moins une question de volonté. Alors pourquoi est-ce qu'on grossit? Je vous donne rendez-vous dans l'épisode numéro 2 où on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va parler de sucre, on va parler de graisse, on va parler d'expérience, on va parler d'insuline et on va faire grincer quelques dents. Bonne régénération.